Eh bien, bonjour à tous. Donc, on est réunis aujourd'hui pour la soutenance de thèse de Jérémy Bouvier. Juste avant de lui donner la parole, rapidement présenter les membres de ce jury. Donc, classiquement, on a deux rapporteurs dans le jury. Donc, Antoine Nordez qui nous vient de l'Université de Nantes, Olivier Sen qui nous vient de Norvège. Ensuite, Nathalie Boisseau qui vient de Clermont. Bénédicte Chazot, directeur de recherche à l'INSERM à Lyon, moi-même professeur à Lyon également, et puis les deux encadrants, donc Cyril Martin et puis Alexandre Fouret. Donc ce que l'on va faire classiquement, c'est de donner la parole 40-45 minutes, et ensuite il y aura les échanges avec les membres du jury. Parfait. Merci pour cette introduction. Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, c'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de mes 4 années de thèse, qui ont donc porté sur la caractérisation des propriétés mécaniques du groupe musculaire des ischio-jambiers chez les femmes sportives, sur l'impact du cycle menstruel et les adaptations aux dommages musculaires induits par l'exercice. Le nombre de licences prises en club sportif augmente bien plus rapidement aujourd'hui chez les femmes que chez les hommes. Pourtant, si l'on regarde la distribution des participants de plus de 5000 études publiées dans les principaux journaux de sciences du sport, on s'aperçoit que seuls 34% de ces participants sont des femmes. Parmi les raisons expliquant cet écart, certaines études ont délibérément exclu les femmes de leurs analyses afin d'éviter toute influence potentielle du cycle menstruel. Cela a abouti aujourd'hui à une réelle méconnaissance de divers aspects de la pratique sportive chez les femmes. Parmi ceux-ci, les propriétés mécaniques du groupe musculaire des ischio-jambiers sont encore que peu décrites chez les femmes. Or, ces propriétés conditionnent la transmission de la force que ces muscles produisent, muscles qui sont sujets à de nombreuses blessures. De ces problématiques ont émergé mes travaux de thèse, qui sont organisés autour de 3 axes. Le premier avait pour objectif de caractériser les différences entre femmes et hommes de rigidité musculaire passive des ischio-jambiers. Dans un second temps, nous avons évalué les changements de rigidité musculaire passive et active des ischio-jambiers au cours du cycle menstruel et de la prise d'une contraception orale. Enfin, un troisième axe avait pour objectif de déterminer les modifications d'altération de rigidité causées par les dommages musculaires en fonction du cycle menstruel ou de la prise d'une contraception orale. 18% de toutes les blessures qui affectent les hommes se situent au niveau des ischio-jambiers et 13% chez les femmes. Ce groupe musculaire est composé de 3 muscles biarticulaires, le chef-long du biceps fémoral, qui est le plus touché par ces blessures, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Un point commun à la survenue de toutes ces blessures est notamment qu'elles surviennent lorsque le muscle est placé dans une position d'étirement important. Les propriétés mécaniques musculaires permettent justement de caractériser le comportement du muscle lors de son étirement. Afin de les étudier dans un contexte de laboratoire, on étend classiquement l'articulation du genou et mesurons en parallèle l'augmentation du couple ou de la force passive créée par l'étirement des structures articulaires. Cela permet, via une mesure de la pente de l'augmentation de ce couple passif, d'évaluer une raideur musculo-articulaire passive, qui est généralement constatée comme étant plus élevée chez les hommes que chez les femmes. 2 limites méthodologiques sont néanmoins à prendre en compte au niveau de cette mesure de raideur musculo-articulaire. Tout d'abord, elle est dépendante de toutes les structures qui s'étirent lors de l'étirement du genou, donc pas uniquement des structures musculaires. Ensuite, cette mesure est grandement dépendante des volumes musculaires mis en jeu, qui sont plus importants chez les hommes. Ainsi, en normalisant cette mesure par les volumes musculaires, on s'aperçoit, en général, que cette différence entre les sexes n'est plus significative. Afin de pallier ces 2 limites méthodologiques, il est possible d'utiliser l'élastographie par onde de cisaillement. Ce mode d'échographie permet, via l'émission du nombre de cisaillements dans le muscle, d'estimer sa rigidité. En effet, cette onde de cisaillement va se propager à une vitesse proportionnelle à sa rigidité. Cela a été démontré par Nakao et collaborateurs en 2023, qui ont observé une augmentation du module de cisaillement issu de cette mesure de vitesse d'onde de cisaillement, proportionnelle à l'augmentation de la force passive créée par l'étirement d'un muscle ischio-jambier humain isolé, lors d'un test de charge. Ainsi, ils ont validé l'utilisation de l'élastographie par onde de cisaillement afin d'estimer la rigidité musculaire en étirement. Vous pouvez voir ici un enregistrement élastographique réalisé dans le biceps fémoral au cours de son étirement. Vous pouvez voir que plus l'angle de genou augmente, plus le muscle est étiré, plus la vitesse d'onde de cisaillement va également augmenter, traduisant une augmentation de la rigidité de ce muscle.
Dans le cadre de cette présentation, nous parlerons désormais de rigidité musculaire pour évoquer cette mesure de vitesse d'onde de cisaillement ou du module de cisaillement qui en est issu, afin de faire référence plutôt du coup aux propriétés mécaniques du matériau musculaire. A l'inverse, nous parlerons de la raideur musculo-articulaire afin de faire référence à la mesure de propriétés mécaniques musculo-articulaires issue de la relation couple-angle. 4 études se sont attelées à déterminer de potentielles différences entre les femmes et les hommes de rigidité musculaire passive des ischio-jambiers. 3 d'entre elles ont observé de façon commune une augmentation de la rigidité, une rigidité musculaire plus importante dans tous les muscles évalués chez les hommes. A l'inverse, une 4e étude a observé l'absence de différence entre les sexes. Ainsi, le fait que seules 4 études aient à ce jour été réalisées et qu'elles présentent des résultats hétérogènes a justifié ce premier axe d'études, qui avait donc pour objectif de caractériser les différences entre femmes et hommes de rigidité musculaire passive des ischio-jambiers. Les résultats de cette première étude ont d'ores et déjà été publiés en 2022 dans l'European Journal of Applied Physiology. Dans cette étude, 12 femmes et 12 hommes ont été évalués par élastographie par onde de cisaillement dans leurs 3 muscles ischio-jambiers, le chef long du biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux, dans 2 localisations, proximale et moyenne au niveau de la longueur du muscle, qui ont été moyennées ensuite pour nos analyses statistiques. Ces mesures d'élastographie par onde de cisaillement ont été effectuées dans 4 positions différentes, induisant des longueurs musculaires croissantes au cours du protocole. La position 1, que vous voyez ici à gauche sur ce graphique, induisait donc une mesure de rigidité plus faible que la position 4, que vous voyez sur la droite du graphique, dans le biceps fémoral. C'était d'ailleurs également le cas dans les 2 autres muscles évalués. De façon intéressante, une différence entre les muscles de rigidité musculaire n'a été observée qu'à la plus grande longueur musculaire, le biceps fémoral étant alors le muscle le moins rigide des ischio-jambiers. Ce résultat est en légère contradiction avec le reste de la littérature qui observe plus généralement un semi-tendineux comme étant le muscle le moins rigide parmi les ischio-jambiers. Ce résultat pourrait être dû à un placement de la sonde échographique différent entre nos études et les autres. En moyennant les valeurs obtenues pour ces 4 positions différentes, nous avons observé une différence uniquement dans le semi-tendineux entre les sexes. Ce muscle-là était moins rigide chez les femmes. Ce résultat a d'ailleurs été confirmé par la suite dans une étude publiée l'année dernière où les auteurs ont également observé un semi-tendineux moins rigide chez les femmes. Ce résultat pourrait être expliqué par une différence entre les sexes de typologie musculaire. En effet, dans l'étude de Fournier et collaborateurs en 2022, il a été observé que les femmes présentaient dans leur semi-tendineux plus de fibres de type 1, que vous voyez ici en bleu, que les hommes. Or, ces fibres sont moins rigides que les autres fibres musculaires. Ainsi, notre résultat pourrait être expliqué par une plus grande prévalence de ce type de fibres dans le semi-tendineux des femmes par rapport aux hommes. Fait intéressant, il a également été rapporté chez l'animal en 2016 que les œstrogènes peuvent affecter cette typologie musculaire, et donc potentiellement également la rigidité du muscle. Cela nous a amené à notre 2e axe de travail, qui visait quant à lui à évaluer les changements potentiels de rigidité musculaire passive et active des ischio-jambiers au cours du cycle menstruel et avec la prise d'une contraception orale. Le cycle menstruel est caractérisé par d'importantes variations en 17β-œstradiol, qui est le plus bioactif des œstrogènes, ainsi qu'en progestérone. Afin de décrire les variations de ces hormones au cours du cycle menstruel, on le découpe classiquement en 2 phases, séparées par l'ovulation. Une première phase, la phase folliculaire, est donc suivie de la phase lutéale. Afin de décrire plus précisément les effets de ces hormones, on redécoupe classiquement ces 2 phases en 3 sous-phases qui sont caractérisées par d'importantes différences de concentration hormonale. Tout d'abord, le début de la phase folliculaire est caractérisé par une concentration en œstrogène et progestérone réduite. Ensuite, la fin de la phase folliculaire est quant à elle caractérisée par des concentrations en œstrogène élevées et en progestérone faibles. Enfin, le milieu de la phase lutéale est quant à lui caractérisé par des concentrations à la fois en œstrogène et en progestérone qui sont élevées. L'utilisation de la pilule contraceptive, quant à elle, est assez répandue, surtout chez les femmes sportives. Il est donc important de considérer également ces personnes dans nos études de notre champ de recherche, du fait de la part importante de la population qu'elles représentent parmi les sportives. Mais également parce que la contraception orale, via l'apport quotidien d'hormones exogènes, permet de réduire ces variations des hormones sexuelles endogènes liées au cycle menstruel classique. Cela permet donc de former un environnement propice à l'étude des effets de ces hormones. La pilule œstroprogestative microdosée de seconde génération est la pilule majoritairement utilisée. Afin d'étudier les effets de sa prise, 3 phases sont classiquement discernées sur des temporalités qui sont comparables à celles du cycle menstruel. Une première phase correspond alors à la prise des comprimés placebo et 2 phases à la prise des comprimés actifs.
Les hormones sexuelles féminines dont les concentrations varient au cours du cycle menstruel et qui sont atténuées par la prise d'une contraception orale présentent une myriade d'effets au-delà de la simple fonction reproductrice. Tout d'abord, au niveau du système nerveux central, nous pouvons observer qu'au cours du cycle menstruel, la température corporelle augmente de façon systématique avec l'augmentation d'un métabolite de la progestérone. Ensuite, au niveau du système nerveux périphérique, nous pouvons voir que chez l'animal, la tension tétanique maximale est réduite par une ovarectomie, c'est-à-dire un retrait des ovaires qui entraîne une diminution des concentrations en progestérone et oestrogène. A l'inverse, une supplémentation en œstrogène permet de contrer cette baisse de la tension tétanique maximale. Ensuite, au niveau du tissu musculaire, il a également été rapporté chez l'animal qu'une supplémentation en œstrogène permet d'augmenter la surface de section des fibres musculaires. Enfin, au niveau du tissu conjonctif, il a été observé dans des cultures de tissu conjonctif humain qu'une augmentation de la concentration en œstrogène permettait de réduire la quantité de collagène de type 1 dans cette culture. Des études ont également été menées au cours du cycle menstruel chez l'humain afin de déterminer de potentielles variations de fonction musculaire, via des mesures par exemple de couple ou de force maximale volontaire. Une méta-analyse a montré que les mesures de force étaient affectées de façon minime par le cycle menstruel. Cependant, si l'on regarde de plus près les 21 études seulement qui ont été prises en compte dans cette étude, on se rend compte que plus de la moitié d'entre elles n'étaient pas randomisées entre les différentes phases du cycle menstruel. De plus, moins de la moitié de ces études présentaient une mesure hormonale directe des variations des concentrations hormonales associées au cycle menstruel. Ainsi, à ce jour, les effets de ces hormones ne se traduisent pas clairement au niveau fonctionnel. Cependant, elles pourraient affecter, comme nous l'avons vu dans la première étude, la rigidité musculaire. En effet, les résultats de notre première étude laissent penser que potentiellement, un effet long terme des œstrogènes et de leur exposition plus importante chez les femmes pourrait affecter la rigidité du muscle. Afin d'estimer si ces œstrogènes pouvaient justement affecter la rigidité via leur variation à court terme au cours du cycle menstruel, une étude a été réalisée par mes collaborateurs en 2020 au cours du cycle menstruel. Ils ont ainsi observé l'absence de variation de la rigidité du biceps fémoral entre le début et la fin de la phase folliculaire, malgré une augmentation significative de la concentration en œstrogène. Toutefois, dans cette étude, l'augmentation de cette concentration était assez faible par rapport aux facteurs de 2 à 3 rapportés classiquement dans la littérature. Dans cette étude, les auteurs n'ont également pas inclus d'utilisatrices de contraception orale, alors que comme nous l'avons vu, elles représentent une part importante de la population. Ensuite, ils n'ont pris en compte qu'un seul des 3 chefs musculaires des ischio-jambiers, alors qu'il existe des variations importantes, même entre chefs agonistes, de rigidité musculaire. De plus, nous savons que la rigidité musculaire augmente principalement à cause d'une augmentation de la longueur du muscle. Or, dans cette étude publiée en 2020, les auteurs n'ont fait des mesures qu'à de petites longueurs musculaires. Il serait donc également intéressant de caractériser ces potentielles différences au cours du cycle menstruel à de plus grandes longueurs musculaires, qui sont généralement le lieu des différences observées entre différentes conditions. Enfin, dans cette étude, aucun contrôle électromyographique des muscles étudiés n'a été effectué, alors que comme vous pouvez le voir par l'écart entre les différentes courbes sur ce graphique, même une activité électromyographique minime des muscles étudiés ne garantit plus leur état passif. Afin de caractériser de façon complète ces muscles au niveau de leurs propriétés mécaniques, il est donc important également de les mesurer en contraction, ce qui a été fait dans cette étude. Les auteurs ont alors observé une diminution significative importante de la rigidité entre le début et la fin de la phase folliculaire. Toutefois, dans cette étude, l'intensité de la contraction n'a pas été évaluée. Ainsi, le fait qu'une seule étude ait été réalisée afin de caractériser de potentielles modifications de rigidité des ischio-jambiers au cours du cycle menstruel et qu'elle présente une méthodologie perfectible, nous a mené à notre deuxième axe, qui avait donc pour objectif d'évaluer les changements de rigidité musculaire passive et active des ischio-jambiers au cours du cycle menstruel, ainsi qu'avec la prise d'une contraception orale. Nous avions alors pour hypothèse que seule la rigidité du semi-tendineux varierait au cours du cycle menstruel. Une partie de ces résultats a d'ores et déjà été publiée dans le Journal of Science and Medicine in Sports en début d'année. 40 femmes ont été incluses dans cette étude, 32 demeuraient après l'application des critères d'inclusion. 20 femmes présentant un cycle menstruel régulier et 12 prenant une contraception orale. Chacune de ces participantes a pris part lors de 3 sessions strictement identiques entre elles. Ces sessions étaient réparties lors de 3 phases du cycle menstruel et la phase de début pour chaque participante était randomisée. Les participantes ont donc pris part au protocole lors du début de la phase folliculaire ou de la phase 1 pour les utilisatrices d'une contraception orale, ainsi que lors de la fin de la phase folliculaire ou de la phase 2, et lors du milieu de la phase lutéale ou de la phase 3.
Lors de chacune de ces sessions, une prise de sang était d'abord effectuée afin de quantifier ces variations hormonales. Ensuite, des mesures en conditions passives étaient réalisées. Tout d'abord, une mesure d'amplitude articulaire maximale du genou était effectuée via une extension passive du genou maximale sur dynamomètre isocinétique. Ensuite, des cycles de flexion-extension passifs à 2 degrés secondes étaient réalisés au niveau du genou afin de mesurer l'augmentation du couple en étirement des muscles ischio-jambiers. Cela a permis de mesurer une raideur musculo-articulaire. Lors de ces cycles d'extension, des mesures d'élastographie par onde de cisaillement étaient également effectuées dans les 3 muscles ischio-jambiers, donc le biceps fémoral, le semi-tendineux ainsi que le semi-membraneux. Tout cela dans une seule localisation, au centre du muscle. Toutes ces mesures passives étaient réalisées sous contrôle électromyographique permanent. Une fois que ces mesures passives étaient réalisées, des mesures en contraction étaient effectuées. Tout d'abord, une mesure du couple maximal volontaire isométrique en flexion de genou était effectuée, et par la suite, des mesures d'élastographie étaient réalisées à différentes intensités de contraction sous-maximale. Tout d'abord, dans le biceps fémoral, le semi-tendineux ainsi que le semi-membraneux, une mesure passive était réalisée. Puis, des mesures à 25, 50 et 75% de la contraction maximale isométrique précédente étaient effectuées dans un ordre randomisé. Au niveau des résultats, nous avons observé pour les variations des concentrations hormonales en œstrogènes une augmentation entre le début de la phase folliculaire et les 2 phases suivantes. En revanche, dans le groupe contraception orale, aucune variation de ces concentrations n'a été observée. Pour les concentrations en progestérone, elles augmentaient uniquement lors du milieu de la phase lutéale, dans le groupe cycle menstruel, et pas chez les personnes prenant une contraception orale. Nous avons donc ainsi pu confirmer la présence des variations hormonales liées au cycle menstruel. Pour ce qui est des résultats en conditions passives maintenant, nous n'avons observé aucune variation de l'amplitude articulaire maximale du genou, quel que soit le groupe ou la phase du cycle considérée. Vous pouvez voir ici les mesures de couple articulaire du genou réalisées sur une amplitude maximale pour chaque participante dans le groupe cycle menstruel, avec les 3 phases présentes ici en différents traits de pointillés, en bleu pour le groupe cycle menstruel et en gris pour le groupe des femmes prenant une contraception orale. À 120 degrés, qui était le plus grand angle commun à toutes les participantes de l'étude, nous avons évalué la raideur musculo-articulaire à partir de ces courbes couple-angle qui ne variaient pas au cours du cycle menstruel ou de contraception orale. Il n'y avait également pas de différence entre les groupes. Ensuite, pour les mesures d'élastographie, nous avons réalisé ces mesures également au plus grand angle commun à toutes les participantes. Lors du début de la phase folliculaire, de la fin de la phase folliculaire et au milieu de la phase lutéale. Ces mesures, comme j'ai dit précédemment, ont été réalisées dans le semi-membraneux, qui était le plus rigide des muscles dans cette étude, dans le biceps fémoral, ainsi que dans le semi-tendineux en bleu. Nous avons alors observé, que ce soit pour le groupe cycle menstruel ou pour les personnes prenant une contraception orale, l'absence de variation de la rigidité mesurée en conditions passives au cours de ces cycles. Ainsi, nous n'avons pas observé de changement de raideur musculo-articulaire au cours du cycle menstruel. Cela était attendu puisque dans cette étude publiée en 2024, aucune différence au cours du cycle n'avait été observée avec une mesure en extension de hanche. Comme j'ai dit en introduction, toutefois, cette mesure est dépendante des volumes musculaires mis en jeu. Ainsi, nous avons contrôlé ce facteur en réalisant des mesures de surface de section musculaire dans les 3 ischio-jambiers, qui ne variaient également pas au cours du cycle menstruel ou de la prise d'une contraception orale. Ensuite, pour ce qui est des mesures de rigidité, nous avons observé, tout comme mes collaborateurs en 2020, qu'elles ne variaient pas au cours du cycle menstruel. Il pourrait nous être reproché de n'avoir évalué cette rigidité musculaire qu'à un seul angle de genou, alors que nous avons bien récupéré ces données sur toute l'amplitude articulaire, comme vous pouvez le voir ici à gauche en bleu pour le groupe cycle menstruel, ou à droite en gris pour le groupe des personnes prenant une contraception orale. Pour pallier à cela, nous avons réalisé une analyse SPM sur toute l'amplitude articulaire des angles de genou traversés par les participantes, et avons observé le même résultat, à savoir que la rigidité passive ne variait pas au cours du cycle menstruel ou de contraception orale, quel que soit l'angle de genou considéré. Ces participantes présentant toutes des amplitudes articulaires maximales différentes, nous avons également réalisé toutes ces analyses, qu'elles soient discrètes ou continues, pour des angles de genou exprimés relativement à l'amplitude articulaire maximale de chaque participante, et avons observé des résultats similaires. Pour ce qui est maintenant des résultats en conditions actives, en contraction. Nous avons observé dans un premier temps l'absence de changement de couple maximal volontaire isométrique en flexion de genou au cours du cycle menstruel, ainsi qu'au cours de la prise d'une contraception orale. Ce résultat pourrait paraître en légère contradiction avec la méta-analyse présentée en introduction. Toutefois, si l'on ne prend que les études qui ont été randomisées comme nous et qui ont également effectué une mesure de variation hormonale directe par une prise de sang, nous observons que dans la plupart de ces études, aucune variation du couple maximal n'est également observée.
Ensuite, pour ce qui est des mesures de rigidité réalisées en contraction sous-maximale. Si l'on prend l'intensité la plus faible, à savoir 25% du couple maximal volontaire, nous avons observé que cette rigidité active ne variait pas au cours du cycle menstruel dans le biceps fémoral ni dans le semi-membraneux. Toutefois, dans le semi-tendineux, encore une fois, cette rigidité mesurée en contraction diminuait entre le début de la phase folliculaire et le milieu de la phase lutéale. Cette différence n'était pas accompagnée d'un changement comparable dans le groupe des personnes prenant une contraception orale et n'était pas non plus accompagnée d'un changement au cours du cycle menstruel d'activité électromyographique de ces muscles. Cela suggère donc un réel effet du cycle menstruel sur cette mesure. Toutefois, cette mesure réalisée en contraction comprend à la fois une part basale passive de rigidité mesurée au repos, ainsi qu'une part liée à l'augmentation causée par l'activation des muscles. Afin de dissocier ces deux parts, nous avons réalisé une mesure au repos directement après la contraction maximale. Cette mesure passive ne variait pas au cours du cycle menstruel. Nous l'avons donc soustrait cette mesure passive à la mesure globale effectuée en contraction, afin d'obtenir une mesure purement liée à l'activation des muscles étudiés. Nous avons observé alors que cette mesure diminuait entre le début de la phase folliculaire et les deux phases suivantes. Toutefois, seule la différence entre le début de la phase folliculaire et le milieu de la phase lutéale était suffisante pour se retranscrire à l'échelle globale, sous-tendant donc un effet soit prolongé d'une exposition à une haute concentration en oestrogène, soit un effet de la progestérone. Toutefois, d'un point de vue mécanistique, les effets de ces hormones au niveau du tissu musculaire sont assez peu étudiés, notamment sur leurs propriétés mécaniques. Une étude a par exemple montré chez l'animal une augmentation de la raideur de fibres musculaires isolées en contraction avec une supplémentation en oestrogène, ce qui est un résultat plutôt opposé à ce que nous observons ici. A l'inverse, chez les femmes, il a été observé dans l'étude de Ham et collaborateurs, tout comme nous, une diminution de la rigidité mesurée en contraction avec l'augmentation de la concentration en oestrogène. Toutefois, dans cette étude, ce résultat est observé lors de la fin de la phase folliculaire, ce qui n'est pas notre cas, et dans le biceps fémoral, ce qui n'est pas notre cas non plus. De plus, si on prend les mesures réalisées à des intensités de couple supérieures, nous observons l'absence de cette différence observée à 25% du couple maximal. En effet, seule une différence a été observée au niveau de la rigidité active, mais qui n'était pas suffisante pour se retranscrire à l'échelle de la mesure globale. De plus, à 75% du couple maximal, aucune différence au cours du cycle n'était également observée, ce qui questionne l'impact fonctionnel réel de ce changement observé uniquement dans un muscle pour une intensité de contraction faible. Pour résumer les résultats de cette deuxième étude, nous avons confirmé qu'il n'y avait aucun changement de rigidité passive au cours du cycle menstruel ou de la prise d'une contraception orale dans les muscles ischio-jambiers. Au niveau des mesures actives, nous avons observé dans le semi-tendineux une diminution entre le début de la phase folliculaire et le milieu de la phase lutéale de la rigidité évaluée en contraction. Ces muscles ischio-jambiers étant fortement sujets à blessure, nous avons par la suite cherché à savoir si les altérations de leur rigidité causées par les dommages musculaires dépendaient également du cycle menstruel ou de la prise d'une contraception orale. C'était donc l'objectif de notre axe 3, qui avait pour objectif de déterminer les modifications d'altération de rigidité causées par les dommages musculaires en fonction du cycle menstruel ou de la prise d'une contraception orale. Une lésion du muscle est caractérisée par une désorganisation de sa structure microscopique, comme vous pouvez le voir sur les images en noir et blanc sur la droite du graphique. De cette lésion découle un environnement pro-inflammatoire qui va poursuivre la dégradation des structures endommagées. Après cela, un environnement anti-inflammatoire sera mis en place qui va permettre d'activer les cellules satellites musculaires, les cellules souches du muscle, et de les faire fusionner avec les fibres musculaires endommagées afin de régénérer un muscle sain. Certains de ces événements peuvent être affectés par les hormones dont les concentrations varient au cours du cycle menstruel. Afin de les étudier dans un contexte de laboratoire, nous réalisons, pour simuler cette lésion musculaire, des contractions excentriques du muscle, à savoir une contraction où le muscle s'allonge en étant contracté, qui va créer donc des courbatures, simulant une lésion musculaire. Au niveau de l'environnement pro-inflammatoire, justement, vous pouvez voir ici, dans cette étude, qu'avec une supplémentation en progestérone ou en œstrogène chez l'animal, l'infiltration en macrophages pro-inflammatoires après un exercice excentrique était réduite. Ce résultat a d'ailleurs été confirmé chez l'humain, ou chez des femmes qui réalisaient un exercice excentrique au début et à la fin de la phase folliculaire, l'infiltration en macrophages était supérieure après l'exercice uniquement au début de la phase folliculaire, quand les concentrations d'œstrogène sont faibles. Cette augmentation de l'infiltration post-exercice n'était pas observée chez les femmes qui réalisaient l'exercice en fin de phase folliculaire, quand les concentrations d'œstrogène sont plus élevées. Ainsi, cela suggère que le cycle menstruel pourrait affecter la récupération des dommages musculaires.
Toutefois, il faut garder à l'esprit que disposer d'un environnement inflammatoire plus propice à la régénération musculaire ne veut pas forcément dire que le cycle menstruel a un impact significatif sur la récupération de ces dommages musculaires induits par l'exercice. En effet, la mesure la plus répandue est plutôt une mesure fonctionnelle de couple maximal volontaire. Cette mesure a justement été utilisée dans plusieurs études afin d'évaluer, lors de différentes phases du cycle menstruel, si la récupération était différente. Vous pouvez voir dans cette étude publiée en 2019, par exemple, que la perte de force était similaire entre les deux groupes, malgré une différence importante des concentrations en œstrogènes. Toutefois, cette méthodologie n'a été appliquée que lors de 5 études au cours du cycle menstruel et n'a jamais été appliquée aux fléchisseurs du genou. En revanche, une étude a étudié les ischio-jambiers via une mesure d'élastographie par onde de cisaillement après un exercice excentrique. Cela a permis de mettre en avant une cinétique d'altération de la rigidité qui était différente entre les différents chefs agonistes. Notamment, le semi-membraneux n'était pas affecté par les dommages musculaires au niveau de sa rigidité, tandis que la rigidité du biceps fémoral augmentait directement après l'exercice et que le semi-tendineux voyait sa rigidité augmenter jusqu'à 24 heures après l'exercice. Cependant, cette méthodologie n'a jamais été appliquée à l'étude de la récupération d'un exercice excentrique au cours du cycle menstruel. De plus, comme vous l'avez vu en introduction, peu d'études se sont intéressées aux autres marqueurs plus fonctionnels de dommages musculaires indirects au cours du cycle menstruel. Cela a justifié notre troisième axe d'étude, qui avait donc pour objectif de déterminer les modifications d'altération de rigidité causées par les dommages musculaires en fonction de la phase du cycle menstruel, ainsi qu'avec la prise d'une contraception orale. Nous avions alors pour hypothèse que de hautes concentrations en œstrogènes ou des concentrations croissantes induiraient une récupération plus rapide. 70 participantes ont été incluses dans cette étude. 55 demeuraient après l'application des critères d'inclusion. Contrairement à l'étude précédente, chacune de ces participantes n'a été incluse que lors d'une seule phase de son cycle menstruel ou de sa prise de contraception orale. Ainsi, 16 participantes ont pris part lors du début de la phase folliculaire, 11 lors de la fin de la phase folliculaire, 10 lors du milieu de la phase lutéale, et 18 participantes ont pris part lors de la phase 1, 2 ou 3 de leur prise de contraception orale. Chacune de ces participantes a toutefois pris part à 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous lors duquel un exercice excentrique était réalisé sur les ischio-jambiers, suivi de 2 rendez-vous de suivi 2 et 7 jours plus tard, à J2 et J7. Ainsi, vous pouvez voir que, bien que chaque participante ne prenait part à cette étude que lors d'une seule phase de son cycle, sa récupération se faisait dans la phase suivante. Par exemple, une personne du groupe du milieu de la phase lutéale voyait sa récupération se terminer 7 jours plus tard, lors du début de la phase folliculaire suivante, du cycle menstruel suivant. Lors du premier rendez-vous, une mesure des concentrations hormonales du cycle menstruel était effectuée, ainsi qu'une mesure de l'activité sanguine de la créatine kinase. Cette enzyme, via son augmentation de son activité dans le sang après l'exercice, traduit une augmentation de la perméabilité des fibres musculaires et donc sert de marqueur indirect de dommages musculaires. Une mesure de douleur ressentie en palpation du semi-tendineux a également été réalisée. C'est une mesure subjective de l'intensité des courbatures. Ensuite, toutes les mesures de l'étude précédente ont été répétées, à savoir les mesures passives d'amplitude maximale du genou, de raideur musculo-articulaire, de vitesse d'onde de cisaillement et de surface de section musculaire. Les mesures actives étaient également répétées, donc la contraction maximale volontaire isométrique des fléchisseurs de genou et toutes les mesures en contraction sous-maximale de rigidité musculaire. Directement après ces mesures préliminaires, des contractions excentriques maximales des fléchisseurs de genou étaient réalisées au nombre de 120 sur un dynamomètre isocinétique. Ces contractions étaient réalisées à une vitesse de 60 degrés par seconde sur une amplitude de 90 degrés. Directement après ces mesures, les mesures de douleur ressentie et les mesures réalisées en contraction étaient répétées. Ensuite, 2 et 7 jours plus tard, toutes les mesures préliminaires réalisées avant l'exercice excentrique ont été répétées afin d'établir un suivi de la récupération des dommages musculaires. Au niveau des résultats, tout d'abord pour les concentrations hormonales. Vous pouvez voir ici la variation de la concentration en œstrogènes au cours du suivi, donc au cours des 3 mesures à J0, J2 et J7, pour les 4 groupes qui sont représentés en 4 couleurs différentes. Vous avez ici les concentrations en progestérone. Pour ce qui est tout d'abord du groupe contraception orale, donc les courbes grises sur les graphiques de gauche. Vous pouvez voir que la concentration en œstrogène de ce groupe augmentait au cours du suivi, avec une taille d'effet faible. La concentration en progestérone, quant à elle, n'évoluait pas. Pour le groupe du début de la phase folliculaire, en beige, vous pouvez voir ici que la concentration en œstrogène augmentait également, mais avec une taille d'effet importante. Tandis que la concentration en progestérone de ce groupe n'évoluait pas significativement au cours du cycle menstruel. Au cours du suivi, pardon.
Ensuite, au niveau des courbes rouges, donc pour le groupe de la fin de la phase folliculaire, nous pouvons voir l'absence de variation de la concentration en œstrogène dans ce groupe au cours du suivi. Cela est expliqué par l'arrivée de la phase lutéale qui maintient ses concentrations à un niveau élevé. La concentration en progestérone de ce groupe ne variait pas significativement au cours du suivi. Toutefois, nous pouvons voir que uniquement au 7e jour de suivi, nous avons observé une différence entre ce groupe-là et le groupe du début de la phase folliculaire, qui traduit donc tout de même l'augmentation de la concentration en progestérone avec l'arrivée de la phase lutéale, J7 pour ce groupe. Enfin, pour le groupe du milieu de la phase lutéale, représenté ici en violet, nous voyons une diminution importante de la concentration en œstrogène pour ce groupe au cours du suivi, qui traduisait la fin de la phase lutéale et l'arrivée d'un nouveau cycle menstruel. Au niveau de la concentration en progestérone, nous pouvons voir qu'elle ne variait pas significativement au cours du suivi pour ce groupe. Toutefois, elle n'était supérieure aux autres groupes qu'au début du suivi, ce qui traduit donc également tout de même une diminution de la concentration en progestérone au cours du suivi pour ce groupe, causée par la fin du cycle menstruel. Ainsi, nous avons ici mis en avant des variations hormonales qui survenaient au sein de chaque phase du cycle, dans chaque groupe donc. Au niveau maintenant des marqueurs indirects de dommages musculaires que nous avons évalués. Tout d'abord, vous voyez ici l'activité de la créatine kinase dans le sang, qui augmentait de façon très importante après l'exercice. Cela s'explique et traduit en fait la présence de dommages musculaires. Toutefois, cette augmentation était comparable entre tous les groupes. Au niveau de la douleur ressentie au niveau du semi-tendineux, elle augmentait également de façon comparable dans tous les groupes, jusqu'au 2e jour après l'exercice, où l'intensité des courbatures est généralement maximale. Cette douleur ressentie diminuait par la suite et demeurait élevée au 7e jour de suivi, uniquement dans le groupe du milieu de la phase lutéale en violet ici. Cela pourrait traduire une récupération plus lente pour un exercice réalisé dans la fin du cycle, mais nous pensons plutôt qu'il s'agit simplement d'une perception modifiée, car cette mesure est subjective, et dans ce groupe survient le syndrome prémenstruel. Au niveau maintenant des mesures réalisées en conditions passives. Vous pouvez voir ici une diminution importante de l'amplitude maximale du genou au cours du suivi. Cette diminution était similaire entre tous les groupes, conformément à ce qui avait été rapporté précédemment dans une étude qui avait comparé par exemple la cinétique d'évolution de l'amplitude maximale du coude entre deux phases du cycle menstruel. Au niveau maintenant de la raideur musculo-articulaire évaluée en extension de genou. Vous pouvez voir ici qu'elle augmentait à J2 et J7 par rapport à la mesure basale. Cette augmentation de raideur pourrait notamment être liée à l'apparition d'un œdème au niveau musculaire causé par les processus inflammatoires décrits précédemment. Cela se voit par une augmentation de la surface de section des 3 muscles, qui a donc potentiellement induit cette augmentation de raideur musculo-articulaire, qui augmentait toutefois de façon comparable dans tous les groupes. Ensuite, au niveau des mesures de rigidité évaluées en conditions passives par élastographie par onde de cisaillement. Nous avons dans un premier temps présenté un marqueur indirect qui peut être utilisé à partir de cette mesure-là, notamment au niveau de la mesure réalisée directement avant l'exercice et directement après. Nous observons généralement une augmentation de la vitesse d'onde de cisaillement entre ces deux points de mesure. Ce marqueur-là, cette augmentation entre avant et après l'exercice de la rigidité musculaire, est significativement corrélée à la diminution du couple maximal volontaire, qui est le marqueur indirect de dommage le plus reproductible. Nous avons observé dans notre cas, dans le biceps fémoral, le semi-tendineux ainsi que dans le semi-membraneux, une augmentation importante de la rigidité de ces muscles évaluée en conditions passives, pour les 4 groupes et qui était similaire d'ailleurs entre les groupes. Toutefois, nous avons observé une différence importante entre les muscles, où plus spécifiquement, le semi-tendineux voyait sa rigidité passive augmenter de façon plus importante que les autres muscles après l'exercice. Ce résultat avait d'ailleurs déjà été observé en 2022 dans l'étude de Goro et collaborateurs, qui avait rapporté un semi-tendineux qui voyait sa rigidité augmenter plus rapidement que les autres muscles. Ainsi, ce résultat pourrait traduire une importance des dommages musculaires plus grande dans ce muscle-là par rapport à ses agonistes au cours de ce genre d'exercice excentrique isocinétique. Au niveau maintenant des mesures de rigidité passive toujours, réalisées aux 3 moments de suivi. Nous avons observé qu'elle augmentait entre J0 et J2 dans les 3 muscles et de façon comparable dans tous les groupes. Elle restait d'ailleurs élevée dans le biceps fémoral et le semi-membraneux à J7. En revanche, elle diminuait dans le semi-tendineux entre J2 et J7 pour tous les groupes, sauf pour le groupe du début de la phase folliculaire. Cela avait pour conséquence, à J7, que nous avons observé une rigidité plus élevée dans le groupe du début de la phase folliculaire, ainsi que dans le groupe contraception orale. Cela se faisait malgré l'absence de différence de travail total réalisé lors de l'exercice excentrique isocinétique entre les groupes.
Il est intéressant de noter que les deux groupes qui présentaient une rigidité qui demeurait élevée à J7 dans le semi-tendineux étaient également les deux groupes qui présentaient une augmentation des concentrations en œstrogène au cours du suivi. Considérant les effets délétères de l'œstrogène sur la matrice extracellulaire, il est possible que notre résultat soit expliqué par un effet de cette hormone-là. Au niveau des mesures en contraction maintenant, nous avons observé, comme vous pouvez le voir ici, une diminution importante et dans tous les groupes et similaire entre les groupes de la force maximale volontaire isométrique. Elle demeurait d'ailleurs diminuée 7 jours après l'exercice. Toutefois, au niveau de la récupération après l'exercice de cette force maximale, nous avons observé une différence entre les groupes. En effet, vous pouvez voir ici que la courbe violette associée au groupe du milieu de la phase lutéale ne présentait pas d'augmentation après l'exercice. Ainsi, cela traduit une récupération fonctionnelle plus lente lorsqu'un exercice physique est réalisé lors de la fin du cycle menstruel. Il est intéressant d'ailleurs de noter que ce groupe du milieu de la phase lutéale était le seul à présenter une diminution des concentrations en œstrogène au cours du suivi. Au niveau maintenant des mesures de rigidité réalisées en contraction dans les trois muscles ischio-jambiers. Nous pouvons voir ici dans le biceps fémoral que quel que soit le groupe, cette rigidité évaluée en contraction n'évoluait pas significativement à la suite de l'exercice excentrique. Toutefois, dans le semi-tendineux, nous avons observé une diminution de la rigidité en contraction uniquement dans le groupe du milieu de la phase lutéale. Cela fait écho à notre résultat observé dans l'étude précédente où la rigidité active de ce même muscle diminuait dans la même phase. Ainsi, il est intéressant de noter que lors du milieu de la phase lutéale, c'est à ce moment que nous avons les concentrations en progestérone les plus importantes, ce qui nous a d'ailleurs permis d'identifier une corrélation inverse entre la concentration en progestérone et la vitesse d'onde de cisaillement évaluée dans ce muscle dans cette condition. Ces résultats sous-tendraient donc un effet potentiel de la progestérone au niveau musculaire qui entraînerait une altération de la rigidité musculaire évaluée en contraction. Toutefois, comme dit précédemment, les effets de cette hormone au niveau du tissu musculaire d'un point de vue mécanistique n'ont été que très peu étudiés. Enfin, dans le semi-membraneux, nous avons également observé une augmentation, de la rigidité musculaire évaluée en contraction entre la mesure basale et 7 jours après l'exercice. Ainsi, pour résumer les résultats de cette troisième étude, nous avons observé une différence dans la récupération fonctionnelle au cours du cycle menstruel, à savoir que les personnes prenant part à un exercice physique au cours du milieu de leur phase lutéale, donc à la fin du cycle menstruel, présentaient une récupération retardée d'un marqueur fonctionnel qui est considéré comme le meilleur marqueur de dommage indirect. Cela pourrait donc avoir des conséquences pratiques sur des potentielles prescriptions à l'entraînement. Nous avons ensuite observé que la rigidité mesurée en conditions passives restait augmentée pour les deux groupes qui présentaient également une augmentation des concentrations en œstrogène au cours du suivi. Cela sous-tendrait donc un effet potentiel de l'œstrogène sur le remodelage de la matrice extracellulaire après l'exercice, qui serait visible au niveau d'une mesure de rigidité. Enfin, nous avons également observé une altération de la rigidité active uniquement dans la phase lutéale, après l'exercice, ce qui suggérerait également un effet de la progestérone au niveau de cette mesure. Ce modèle phasique de cycle menstruel peut être critiquable. En effet, il est très pratique pour essayer d'attribuer un effet d'une hormone à la modification d'une variable entre deux phases du cycle, comme nous avons pu le faire par exemple dans l'étude 2, où une baisse lors du milieu de la phase lutéale de la rigidité était associée à un effet de la progestérone. Cependant, il faut garder à l'esprit que de nombreuses autres molécules voient leur concentration varier au cours du cycle menstruel. Certaines de ces molécules peuvent d'ailleurs avoir des effets au niveau du tissu musculaire. Une autre critique pouvant émaner de ce modèle serait qu'il masque les réponses individuelles au cycle menstruel. En effet, vous pouvez voir ici sur le graphique de gauche l'évolution de la concentration en œstrogène dans l'étude 2 entre les différentes phases du cycle pour le groupe cycle menstruel. Si j'affiche ici les réponses individuelles, vous pouvez voir que cette augmentation entre le début et la fin de la phase folliculaire est extrêmement variable entre les différents individus. Ce qui pourrait par exemple expliquer les réponses très variables observées sur d'autres mesures, comme les mesures de rigidité en contraction, que vous voyez sur la droite du graphique. Il est intéressant de noter que dans ces trois études, toutes les différences observées, que ce soit entre les sexes ou au cours du cycle menstruel, ont été observées uniquement dans le semi-tendineux. Ce muscle présente des différences importantes par rapport à ses agonistes, à savoir qu'il a un tendon libre distal beaucoup plus long, et qu'il est également beaucoup moins peiné. En effet, vous pouvez voir sur la droite que ces fibres musculaires sont orientées de façon bien plus parallèle au bord du muscle. Cela pourrait donc expliquer en partie que ce muscle-là seulement ait été affecté par les variations observées au cours du cycle menstruel.
Une limite à garder à l'esprit au niveau de nos mesures de rigidité peut être visible ici. En effet, nous avons superposé une carte d'élastographie à l'échelle sur une image panoramique échographique prise du semi-tendineux, où nous voyons donc que nous n'évaluons qu'une petite partie du volume musculaire. Des adaptations liées au cycle menstruel ou au sexe qui se joueraient à une plus grande échelle pourraient donc avoir été manquées dans ces études. D'autant plus que nous savons que la rigidité musculaire varie au sein des volumes musculaires. Pour résumer, nous avons observé une différence de propriétés mécaniques, donc une rigidité plus faible chez les femmes par rapport aux hommes dans le semi-tendineux. Cela nous a mené à évaluer de potentielles variations de cette rigidité au cours du cycle menstruel des femmes, et nous avons alors observé l'absence de changement de ces propriétés mécaniques entre les différentes phases du cycle. En revanche, en réponse à un exercice excentrique, nous avons observé que des altérations de la rigidité passive qui étaient différentes en fonction des concentrations en œstrogènes. Pour ce qui est des mesures réalisées en contraction, nous avons observé que la rigidité active diminuait lors de la phase lutéale au cours du cycle menstruel et que dans cette même phase, elle était altérée par les dommages musculaires uniquement. Cela suggère donc un effet potentiel de la progestérone au niveau de la rigidité musculaire évaluée en contraction et justifierait que plus d'études mécanistiques soient réalisées sur cette hormone au niveau du tissu musculaire. Enfin, nous avons également montré une récupération fonctionnelle ralentie lors de cette phase du cycle menstruel, qui suggère donc qu'un exercice physique créant des courbatures réalisées lors de la fin du cycle menstruel mettrait plus longtemps à être récupéré. Il est notable qu'une moindre raideur active des ischio-jambiers facilite la translation tibiale antérieure, qui est le mécanisme de lésion du ligament croisé antérieur. Or, à ce jour, aucune comparaison entre hommes et femmes n'a été faite, alors que les femmes ont un risque de cette blessure 3 fois supérieur aux hommes. Ainsi, dans les mois qui viennent, des hommes seront également inclus selon le protocole de l'étude numéro 3, afin d'évaluer d'éventuelles différences sexuelles de rigidité active basale, et également d'évaluer de potentielles différences entre hommes et femmes de réponse aux dommages musculaires et de cinétique de récupération. Pour conclure, nous avons observé de nombreuses différences au cours du cycle menstruel dans ces études, dont une altération de la récupération post-exercice pouvant avoir de véritables conséquences pratiques en termes de prescription de l'entraînement et d'individualisation de l'entraînement. Ces changements ne doivent alors pas former une raison d'exclure les femmes des protocoles de recherche de notre champ de recherche, mais potentiellement plutôt d'en inclure plus afin de mieux décrire ces variations. Merci pour votre attention.